Aujourd'hui, je fais l'essai d'un générateur de fonction 6 MHz à 2 sorties. Il est un peu plus cher que les petits générateurs DDS chinois, mais saura-t-il me satisfaire? Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Ces dernières années sont apparus sur le marché asiatique une foule de générateurs de signal et de générateurs de fonctions à base de DDS, Direct Digital Synthesis. La grande majorité de ces modèles viennent d'Asie. Les prix et les caractéristiques varient beaucoup d'un modèle à l'autre. Souvent, les caractéristiques techniques et la facilité d'utilisation, donc l'interface usagée, laissent à désirer. Moi, je suggère de choisir un modèle pas trop minimaliste quand même. C'est le cas de l'unité que je vais mettre au banc d'essai aujourd'hui. Il s'agit du FY2300 de Fieldtech, dont je vous fournis un lien dans la description de cette vidéo. C'est un générateur de fonctions arbitraire à 2 sorties indépendantes, pouvant produire une foule de formes d'ondes classiques prédéfinies, triangle, carré, et ainsi de suite, toutes ces formes, mais aussi du bruit blanc gaussien. C'est intéressant. Et aussi des formes qu'on peut créer, donc que l'usager peut créer et verser dans l'appareil. La résolution verticale des sorties est de 12 bits, ce qui est très bien. La gamme de fréquences couvre de 1 microhertz jusqu'à un maximum de 6 MHz. Certaines versions disponibles de ce générateur peuvent produire une onde sinusoïdale allant jusqu'à 25 MHz. Mais les autres formes d'ondes, toutes les autres, sont limitées à 6 MHz. En plus de la génération de signaux, l'unité possède un mode de fréquence-mètre opérant jusqu'à 100 MHz, une caractéristique quand même intéressante. L'affichage graphique couleur semble prometteur quand même, comparé à certains autres générateurs sur le marché qui, eux, n'offrent qu'un affichage à caractère monochrome de 2 lignes, le fameux LCD classique. Le contrôle du générateur et le téléversement des formes d'ondes peut se faire par PC à l'aide d'un logiciel Windows via un port USB. OK, trêve de bavardage, je fais le déballage du générateur. Alors, c'est parti pour le déballage de notre générateur de fonction. Alors, bien emballé, toujours dans sa boîte habituelle. On va aller un petit peu vite sur le déballage parce qu'il y a tellement de choses à dire. L'unité elle-même, une boîte avec certainement un câble de sortie et d'entrée. En fait, 2 câbles qu'on nous fournit parce qu'il y a 2 sorties sur le générateur. 2 câbles BNC à pince alligator. Le câble USB qui nous permet de programmer, contrôler l'unité et le bloc d'alimentation 5 volts. Et en plus, il y a un câble additionnel USB directement à 5 volts pour l'alimenter directement d'un PC ou d'une autre source. Fait que ça, c'est bien. Parfait. Alors, on va pouvoir déballer cela maintenant dans de l'emballage à bulles, comme c'est souvent le cas. C'est une bonne première impression, ça je peux vous le dire. OK, voilà. J'ai oublié de vous mentionner, il y avait le CD aussi pour contrôler et programmer l'appareil. Alors la boîte, on va voir. Bon, on va faire un peu d'espace là. Voilà. OK, alors, première impression. Film de protection évidemment sur l'affichage. Parfait. Solide, boîtier en aluminium, une peinture métallisée. Je vous dirais, ça pèse peut-être un demi-kilo, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être un demi-kilo. Bouton de contrôle avec des petites détentes, des petites encoches. Parfait. Ça semble être facile à opérer. On va voir ça tantôt. Bouton tactile sur la surface. Boutons de fonction qui nous permettent de choisir les différentes fonctions. Et c'est des boutons de type soft, c'est-à-dire assignés par le logiciel. Alors, sur les entrées et les sorties de l'unité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 2 sorties qui sont censées être indépendantes. On va voir ça tantôt. Je crois que c'est indépendant seulement
pour ce qui est de la forme d'onde, de l'amplitude, mais au niveau de la base de temps, au niveau de la fréquence, d'après moi, elles sont reliées. On ne peut pas avoir deux fréquences différentes. En tout cas, ça sera vérifié. Une entrée ici, puisqu'il y a compteur de fréquence, donc fréquence mètre et compteur d'événements aussi. Donc, une entrée et une sortie TTL, entrée-sortie en fait, je devrais dire, pour le déclenchement, soit le déclenchement de l'appareil pour qu'il se mette à produire sa forme d'onde ou pour fournir un signal de déclenchement à un autre appareil externe. OK? Alors, ça, c'est ça. De l'autre côté, bien, on a notre alimentation 5 volts. On a la prise USB ici, qui nous permet de, bien sûr, connecter l'appareil et le contrôler. Et on a un commutateur d'alimentation. Alors, s'il n'y a pas d'une alimentation à pile, il n'y a pas de pile à l'intérieur de l'appareil. Il faut absolument l'alimenter avec un câble externe. Alors maintenant, on a couvert l'extérieur. Allumons ça au plus vite. OK, alors alimentation branchée. Bon, j'ai branché tout de suite les sorties sur un oscilloscope USB. On va pouvoir regarder à quoi le signal ressemble. Alors, je vous le dis, je l'ai déjà allumé. J'ai déjà fait des petits essais pour pouvoir accélérer cette revue. Sinon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Alors, voici le menu Self-Inspection Completed. OK. Alors, l'inspection, si on veut dire le diagnostic de départ a été complété. Et, bon, on voit les deux voies parce qu'il y a Channel 1, Channel 2. Il y a deux sorties, donc deux BNC. Et donc, il y a deux voies. Et on contrôle les voies de cette façon-ci. Présentement, la voie 1 est dans la zone active de contrôle. La voie 2 est stationnée en bas et on ne peut pas rien changer pour l'instant. Si on va aller travailler sur la voie 2, on n'a qu'à appuyer sur le bouton de la voie 2 et ça se transfère. Et maintenant, on obtient la voie 2 sur laquelle on peut travailler. Alors, je vais retourner sur la voie 1. Je peux éteindre la voie 2 aussi en pesant plus d'une fois sur la voie et ça s'éteint. Et voilà. Alors là, il y a juste la voie 1 qui est en service. Et j'ai le contrôle de la fréquence. Je vais prendre le petit pointeur, ça va aller mieux. Et ça va jusqu'au microhertz, croyez-le ou non. Microhertz, bon, vous allez me dire à quoi ça sert d'aller dans les microhertz. Bien, si vous voulez faire des impulsions dont le délai entre chaque impulsion est de plusieurs heures ou même à avoir des jours, ben, vous allez aller dans les millihertz, c'est probablement les dizaines, les centaines de microhertz. Donc, c'est là l'intérêt d'aller si bas dans la résolution. Mais évidemment, ce générateur ne va pas plus haut que 6 MHz en fréquence. Alors, le contrôle se fait par rotation de ce bouton. Il y avait un bip 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 là, sur chaque mouvement, sur chaque bouton, mais je l'ai éteint. C'était très très agaçant. Et donc, on peut contrôler la fréquence en tournant la roulette ici et on peut changer le caractère, le chiffre sur lequel on agit en tournant comme ça tout simplement et en se déplaçant de gauche à droite. Bon, c'est assez intuitif, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Maintenant, là, on est sur la fréquence. Si on veut aller modifier l'amplitude, bien on appuie ici sur F2 et là, c'est l'amplitude qui est mise de l'avant. Et là, bien, on peut changer l'amplitude au même titre qu'on ferait ici. On déplace le curseur et on tourne la roulette et l'amplitude va se changer. Alors présentement, la fréquence est à 10 kHz et l'amplitude est à 1 volt et c'est bien ce qu'on voit à l'oscilloscope. On a une onde de 10 kHz et d'amplitude de 1 volt, c'est ce qui est marqué ici. En fait, c'est 973 millivolts crête à crête. C'est donc un petit peu plus faible. Je l'ai confirmé avec le multimètre. Donc, c'est un tout petit peu plus faible qu'un volt. Alors, à retenir, c'est pas tout à fait précis au niveau de l'amplitude. Mais ça fait le boulot quand même. Alors, fréquence de 10 kHz. Évidemment, si je tourne l'amplitude, bien on verra l'onde qui va changer d'amplitude. Et si je vais travailler sur la fréquence, eh bien, vous verrez ici que la fréquence va changer en fonction de l'ajustement à l'écran. Alors, ça, c'est clair. Alors, on a fréquence ici, on a amplitude ici, on a forme d'onde, c'est wave. Donc, si on pèse wave ici, là, on va aller vraiment en rotation, encore une fois, si on veut choisir les formes d'onde qui sont disponibles, et il y en a beaucoup.
de toutes les sortes, même des arrondis comme ça. Ben, c'est un générateur de fonctions arbitraires. Donc, ils ont défini des formes d'ondes, les classiques, mais ils en ont défini aussi des formes comme des exponentielles vers le haut, exponentielles vers le bas, et ainsi de suite. Il y en a de toutes les sortes. Alors ça, c'est intéressant. Des demi-sinusoïdales, et ainsi de suite, là. Alors, ça, c'est beaucoup plus de formes que moi, j'ai vu dans des générateurs ces derniers temps. Donc, ça, c'est très intéressant. Toutes sortes de formes intéressantes. Et on peut aussi créer nos propres formes d'ondes, évidemment, avec le logiciel, ce qu'on fera tantôt. Alors, on a aussi le contrôle de l'offset, c'est-à-dire le décalage dans le sens de la verticale de l'onde. Alors, je peux décaler ici, et on voit que l'onde se déplace de haut vers le bas sur l'oscilloscope. Et on peut décaler de 0 à 10 volts, donc de moins 10 à 10 volts pour être plus précis. Donc ça, c'est très bien. On a évidemment le cycle de service. Mais le cycle de service, ça s'applique plus sur une onde carrée. C'est là qu'on voit son effet. Alors, si je modifie le cycle de service, bien évidemment, ça change la proportion du temps que le signal est à un niveau haut versus qui est à un niveau bas. Okay? Alors ça, c'est le cycle de service entre 0 et 99, je présume. Là. Alors, OK, ça c'est assez clair. Et il y a le jeu de phase, mais par contre, à l'oscilloscope, on ne le verra pas. Évidemment, ça aura un effet lorsqu'on compare ça à une autre onde, par exemple celle-ci. On pourrait bouger la phase de celle-ci par rapport à celle-ci, donc on verra que les deux ondes vont se déplacer l'une par rapport à l'autre. OK, mais lorsqu'on en regarde une seule, on ne peut pas voir cet effet-là, étant donné que l'oscilloscope, lui, il déclenche sur un front montant, peu importe où il se trouve. OK? Alors, pour déplacer dans le menu, parce qu'il y a d'autres options, bien, on clique ici sur F5 et on obtient la flèche vers le bas. Et là, on a vu que ça a ajouté à l'atténuation. Parce que oui, il y a un atténuateur de 20 décibels qui peut être enclenché. Je ne sais pas si ça a vraiment une grosse utilité, là, étant donné qu'on peut changer l'amplitude de toute façon. Mais en tout cas, c'est là. Et on peut travailler sur le déclenchement, puisqu'il est possible de déclencher la sortie de l'onde, donc la production de l'onde, avec un signal externe qui rentrerait sur probablement là, ici le TTL-IO, qui serait le déclenchement. Alors ça, c'est une petite tournée très très rapide là, de la partie générateur de fonctions. Tout semble bien fonctionner. Je vais allumer la deuxième onde pour vous montrer l'effet que ça a. Alors j'ai un décalage sur la voie 1 et j'en ai pas sur la voie 2. Alors vous avez ici deux ondes et ce qui est intéressant, très intéressant, c'est qu'on a un contrôle totalement indépendant sur la fréquence des deux voies. Alors, je vous ai dit tantôt probablement que les fréquences étaient liées entre les deux voies, mais pas du tout. On a vraiment ces deux sorties totalement indépendantes, ce qui est très intéressant. Donc, on a comme deux générateurs en un ici pour produire des formes d'ondes à fréquence, à amplitude et à forme totalement différentes l'une de l'autre. Très intéressant d'avoir deux sorties indépendantes comme ça. Surtout si on fait des signaux du genre des signaux logiques. On veut envoyer un stimuli. Il est possible d'envoyer des impulsions par un et une onde continue par l'autre. Des choses du genre. Très intéressant. Il y a une fonction de balayage. On rentre la fréquence de départ, on rentre la fréquence d'arrêt, on rentre la durée de notre balayage pour aller du départ à l'arrivée au niveau des fréquences. Et on choisit le mode de balayage. Est-ce qu'on fait une augmentation linéaire de la fréquence ou une augmentation logarithmique? Tiens, pourquoi pas laisser? On nous dit qu'il faut peser sur ce bouton pour démarrer. Ah, j'avais pas vu. Il y a en effet un bouton, c'est-à-dire une fonction de bouton sur la molette. Ça, c'est intéressant. Et là, on voit à l'écran le balayage qui se fait. Alors ça, c'est intéressant. Alors, je l'ai stoppé. Alors, si on regarde le spectre en radiofréquence de la sortie du canal 1, je lui sors un signal de 1 MHz et je regarde jusqu'à 20 MHz pour regarder les signaux harmoniques. Et bien, on a entre la fondamentale et le signal le plus haut, qui se trouve à être à 7 MHz, on a 45-46 décibels de différence. La fiche technique nous dit que c'est mieux que 40 décibels. Donc, ça rencontre les spécifications au niveau de la distorsion harmonique. Et ce n'est pas pire à 10 kHz. C'est au moins 40 décibels, sinon encore mieux. Le bruit ici, c'est l'analyseur spectral, son plancher de bruit qui monte. Quelques petites choses additionnelles à mentionner concernant les possibilités de sortie de l'appareil. Entre autres, que l'appareil peut fournir aussi du bruit blanc. Donc ça, c'est très intéressant. On peut s'en servir pour faire des calibrations audio, entre autres. Donc de l'étalonnage audio.
Très intéressant. Il y a aussi un mode qu'on appelle Burst. Donc, c'est un mode où on peut fournir en sortie un certain nombre d'impulsions. On peut définir combien d'impulsions on veut que l'appareil fournisse, par exemple. En fait, je devrais dire le nombre de cycles. De combien de cycles l'appareil va fournir. Vous prenez une onde carrée, ben, il pourrait faire 6 cycles, donc 6 ondes carrées, puis stopper là et attendre le prochain déclenchement. Donc ça, c'est intéressant. C'est le mode Burst. Donc très intéressant aussi. Et il y a aussi le menu pour faire les ajustements, donc choix du langage. Malheureusement, c'est seulement anglais et chinois. Différents dialectes chinois, là, mais anglais uniquement, le français n'est pas dedans. Et j'ai mis, comme je vous ai mentionné, ici le buzzer. Donc, j'ai mis ça à off. Donc, je l'ai éteint parce que moi, là, on vient facilement agacé par cela. Maintenant, l'autre fonction principale de ce générateur de fonctions-là, c'est compteur de fréquence aussi. Donc, fréquence mètre. On va dans Measure, ici, et on tombe en fréquence mètre. Je lui injecte présentement un signal de 1 MHz, précisément. Et on obtient donc 999,997 Hz, donc kHz. Donc, c'est 4 Hz plus bas que 1 MHz. Qu'il indique. Et l'intérêt, c'est qu'on nous fournit en même temps la période. Donc, c'est fréquence mètre, mais en même temps, mode inverse, c'est-à-dire la période, en nanosecondes. Dans ce cas-ci, 1000 nanosecondes, c'est bien 1 microseconde, ce qui est l'inverse de 1 MHz. Et on nous dit aussi la largeur de l'impulsion positive et la largeur de l'impulsion négative. Donc, on la mesure en temps réel. Et on nous donne le cycle de service. Je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, le bleu, là, mais c'est 50% présentement. Alors, on peut choisir un temps, donc une fenêtre de 1 seconde pour la mesure, 10 secondes ou 100 secondes. Si je mets ça à 10 secondes, évidemment, ça va prendre 10 secondes pour faire une lecture, mais la lecture va être plus précise, puisqu'il aura accumulé de l'échantillon pendant 10 secondes et il aura divisé le résultat par 10 pour obtenir une meilleure précision. On a gagné un chiffre. Le 6 qui est ici présentement. Et alors évidemment, si on monte à 100 secondes, on va gagner un autre chiffre. Et on peut choisir le couplage en CC ou CA si on va à très basse fréquence et on veut mesurer des impulsions. Donc on ira en couplage CC par exemple. Okay? En DC, ici, ce qui est indiqué. Bon, alors ça c'est le fonctionnement général. J'aurais aimé qu'il y ait un mode d'ajustement. J'ai fouillé dans les menus. Je n'ai pas regardé le manuel encore par contre. Mais ça aurait été bien qu'il y ait un mode d'ajustement de fréquence pour ajuster la référence interne pour l'amener exactement à 1 MHz dans ce cas-ci. Ça aurait été quelque chose de bien, comme j'avais vu sur le fréquence mètre que j'avais testé précédemment, là, un petit fréquence mètre portatif. Alors là, je vais mettre 100 MHz, qui est supposément la limite de l'appareil. Voilà, 100 MHz. Et je vais passer en mode d'une seconde, pour que ça aille un petit peu plus vite. Et bien, 99.999 671. Alors, on voit que c'est le même décalage d'environ, dans ce cas-ci, là, c'est 400 Hz, puis on avait 4 Hz à 1 MHz. Donc, ça tourne dans les mêmes eaux. C'est bien clair que la référence donne la même erreur, mais que l'erreur, lorsqu'on monte en fréquence, l'erreur semble plus grande, évidemment. Alors, les mesures sont faites, comme à l'habitude. Tout semble correct. Présentement, j'ai une amplitude assez grande. Je vais abaisser l'amplitude un peu. Alors, à 100 MHz, j'ai mis 100 mV et non, ça ne semble pas fonctionner dans ce cas-ci. Je vais baisser la fréquence, voir s'il va retrouver un peu de sensibilité. Alors non, puis ça c'est 100 mV ARMS, ce n'est pas 100 mV crête. Et à 10 MHz, il n'a pas retrouvé sa sensibilité. Donc je vais monter l'amplitude. 400 mV. Ah, là ça a fonctionné. À 400 mV, il voit le 10 MHz. Je vais baisser. 200 mV. Ouais, à 200, ça fonctionne. À 200 mV. Alors, mais à 100 mV RMS, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, ça n'a pas la sensibilité d'un compteur radiofréquence là, au niveau des signaux. C'est que les compteurs radiofréquences peuvent habituellement descendre en bas de 100 mV, donc genre 25 ou 50 mV sans problème. Celui-ci ne fait même pas 100 mV. Mais quand même, c'est fonctionnel pour mesurer des signaux courants et d'amplitude suffisamment grande. Les mesures diverses, c'est bien fait.
En allant à nouveau dans le manuel, j'ai vérifié les spécifications de sensibilité pour le compteur de fréquence et on nous donne 700 millivolts crête à crête, donc signal minimum. Alors, je vous avais dit que 100 millivolts RMS n'était pas suffisant. Bien, c'est 282 millivolts crête-crête. Donc, on est loin du 700. Par contre, lorsque j'ai mis 200 millivolts, RMS, c'est 564 millivolts crête-crête. Et là, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Donc, ça rencontre, avec de la marge, le 700 millivolts minimum. Le compteur de fréquence est spécifié jusqu'à 100 MHz, mais regardez, je rentre un 150 MHz et il fonctionne encore. Il ne va pas plus haut, ça, par contre. 150 MHz. Ah, c'est bien. OK, alors ça, c'est un petit parcours rapide de la fonctionnalité. Très fonctionnel avec les boutons soft, les boutons à gauche et la molette ici. J'ai vraiment pas rien à dire. Bien sûr, on aurait pu avoir un clavier pour entrer la fréquence directement. Mais là, bon, c'est un compromis. Il ne faut pas trop demander pour un appareil quand même qui est de ce prix-là, moins de 100 $. Là, je trouve que ça fait beaucoup. Et on doit vivre avec les petites choses négatives, comme entre autres le langage et le fait qu'il n'y a pas de clavier. Une caractéristique intéressante, c'est qu'il est possible de transférer une forme d'onde arbitraire, c'est donc dire une forme d'onde qu'on crée nous-mêmes. Et je vous montre ici comment le faire. Dans l'application Windows, il est possible de tracer la courbe du cycle qu'on veut qu'il soit répété. Et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est faire le téléchargement en pesant sur ce bouton ici. Et quelques temps après, environ 1 minute, bien, on verra de disponible sur le générateur la forme d'onde qu'on pourra transmettre sur la sortie. Et vous voyez ici l'oscilloscope qui saisit la forme d'onde une fois envoyée par le générateur. L'application de contrôle, donc le programme Windows, est complet. On peut à peu près tout faire, je crois, avec l'application. Donc là-dessus, c'est correct. Par contre, je n'aime pas l'apparence, l'esthétique, le choix des polices, la grosseur des polices, la grosseur des champs, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas fini, ce n'est pas poli suffisamment, mais c'est fonctionnel. Au niveau de la documentation, il n'y a pas de manuel de notice imprimé, de fourni avec l'appareil. Cependant, sur le CD, il y a toute la documentation voulue. Le manuel de l'usager est bien écrit, bien détaillé, comme vous voyez, avec les différentes fonctions. Ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va se retrouver assez facilement. Et toutes les fonctions principales sont décrites avec des prises d'écran comme montré ici. Donc, pas de problème, ça c'est bon. Alors, voici un regard rapide là, à l'intérieur. Je ne peux pas sortir la plaquette. Il y a un dissipateur de chaleur qui est fixé sur le boîtier. Alors, je ne vais pas tenter de le sortir, là, mais essentiellement, le devant ici et la plaquette principale pourraient se glisser, se sortir du boîtier tout simplement. C'est un boîtier à extrusion, donc il y a des rails de chaque côté. OK, alors, très rapidement, là, il y a ici une puce faite sur mesure. C'est soit un FPGA, soit un ASIC, donc une puce vraiment conçue sur mesure. La puce a le nom de la compagnie, donc Fieldtech, là. Et il y a aussi, c'est marqué leur modèle là, DDS Pro, là, je crois que c'est ça qui est écrit. Mais donc, c'est vraiment, ça c'est le cœur vraiment qui produit les formes d'onde. Et au plafond, sur l'affichage, il y a un microcontrôleur. Et bien oui, c'est un STM32. De plus en plus, on voit ce petit microcontrôleur-là. Je vous avais déjà fait d'ailleurs une petite vidéo sur le STM32, la plaquette STM32 mini. Donc ça, c'est les deux parties intelligentes, là. À l'arrière, on voit, je ne sais pas si c'est possible de voir, mais il y a, oui, juste ici, là, il y a des puces de mémoire. Il y en a de l'autre côté aussi. Pour stocker évidemment les formes d'onde. Et au fond, tout à fait, à l'autre bout, c'est vraiment la partie analogique, donc la production de la forme d'onde, des amplis opérationnels à haute fréquence, des choses du genre. Là, okay? Du côté gauche, c'est tout ce qui est alimentation, ici. Et je vous l'ai mentionné, la puce principale de DDS, elle est ici. Et juste ici, il y a l'oscillateur qui produit la cadence pour tout, et c'est un oscillateur de 50 MHz. Alors c'est essentiellement ça qu'il y a à l'intérieur, et sur la partie inférieure, il n'y a strictement rien à dire, il n'y a pratiquement rien, sauf, comme je vous dis, un élément au fond ici qui est attaché au boîtier.
un élément dissipateur, là, du genre régulateur ou quelque chose de ce type. Bon, bien, comme toujours, mes bancs d'essai sont assez longs. Bien là, c'est le temps de vous donner mon appréciation générale. Voici le tableau des plus et des moins. Alors, du côté des choses que j'ai appréciées, c'est une unité qui est franchement bien construite, bien conçue. Elle est fonctionnelle et elle performe bien. Donc, le boîtier est très solide. Les boutons sont solides, opérationnels. Et aussi l'encodeur, le rotatif, tout ça, ça fonctionne très bien, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. L'écran est très net et clair, malgré la petite surface, malgré sa grandeur. Le manuel d'opération est bien fait, il est correct. Le logiciel de contrôle, lui, qui permet donc de contrôler et de faire le téléversement de nos formes d'onde, c'est simple et ça fonctionne bien. Et un autre plus, c'est qu'il est possible de créer son propre logiciel de contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et finalement, bien, le fait qu'il y ait un compteur de fréquence, un fréquence-mètre, ben, c'est définitivement un plus pour cet appareil. Par contre, sur les petites choses que j'ai moins aimées, et il n'y en a franchement pas beaucoup, ben, moi je dirais le point principal, c'est qu'il n'y a pas d'étalonnage de fréquence et d'amplitude de possible de façon électronique. Donc, on est pris avec la précision de l'oscillateur interne et on ne peut pas corriger cela, malheureusement. Bon, la plupart des générateurs de fonction sont faits comme ça, je dois le dire. Là. Avec un générateur de fonction, on ne cherche pas nécessairement une précision là, absolue au niveau de la fréquence. Ce n'est pas comme un générateur de signal radiofréquence, par exemple. Bon, au niveau des menus, donc sur l'appareil, à l'écran et au niveau de la documentation, bien, c'est soit en anglais, soit en chinois. Il n'y a pas de support en français. Dommage, ça aurait été intéressant. Et finalement, un point plus ou moins important, c'est une question de goût. Moi, j'ai trouvé que l'esthétique du logiciel, c'est pauvre. Ça pourrait définitivement être amélioré. Ça rendrait un look plus professionnel. Donc, au niveau de la recommandation, oui, absolument, j'en fais la recommandation. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix qui saura répondre aux exigences du bidouilleur moyen, qui permettra de faire toutes sortes de projets, soit analogiques, soit numériques. Donc, si vous désirez vous procurer un générateur de fonction versatile et bien construit, le FY2300 de Fieldtech est un bon choix. À environ 80 $ américains. C'est donc un bon rapport qualité-prix. Vous serez satisfait à mon avis. Bon, ben voilà, ce qui complète le banc d'essai de ce générateur de fonction. J'espère que ça vous sera utile dans votre sélection future d'un tel appareil ou d'un autre. Merci et à la prochaine!